Je suis longtemps sans avoir de robe à moi. Mes robes sont des sortes de sacs, elles sont faites dans d'anciennes robes de ma mère, qui sont elles-mêmes des sortes de sacs, mis à part celles que ma mère me fait faire par dos. C'est la gouvernante, qui ne quittera jamais ma mère même lorsqu'elle rentrera en France, même lorsque mon frère aîné essayera de la violer dans la maison de fonction de Sadek, même lorsqu'elle ne sera plus payée. Do a été élevée chez les sœurs. Elle brode et elle fait des plis, elle coud à la main comme on ne coud plus depuis des siècles, avec des aiguilles fines comme des cheveux. Comme elle brode, ma mère lui fait broder des draps. Comme elle fait des plis, ma mère me fait faire des robes à plis, des robes à volants. Je les porte comme des sacs, elles sont démodées, toujours enfantines, 2 séries de plis sur le devant et col Claudine, ou lait sur la jupe, ou volants bordés de biais pour faire couture. Je porte ces robes comme des sacs avec des ceintures qui les déforment, alors elles deviennent éternelles. 15 ans et demi. Le corps est mince, presque chétif, des seins d'enfant encore, fardés en rose pâle et en rouge. Et puis cette tenue qui pourrait faire qu'on en rit et dont personne ne rit. Je vois bien que tout est là et rien n'est encore joué, je le vois dans les yeux, tout est déjà dans les yeux. Je veux écrire. Déjà je l'ai dit à ma mère, ce que je veux c'est ça, écrire. Pas de réponse la première fois, et puis elle demande, écrire quoi? Je dis des livres, des romans. Elle dit durement, après l'agrégation de mathématiques tu écriras si tu veux, ça ne me regardera plus. Elle est contre, ce n'est pas méritant, ce n'est pas du travail, c'est une blague. Elle me dira plus tard, une idée d'enfant. La petite au chapeau de feutre est dans la lumière limoneuse du fleuve, seule sur le pont du bac, accoudée au bastingage. Le chapeau d'homme colore de rose toute la Seine. C'est la seule couleur. Dans le soleil brumeux du fleuve, le soleil de la chaleur, les rives se sont effacées, le fleuve paraît rejoindre l'horizon. Le fleuve coule sourdement, il ne fait aucun bruit, le sang dans le corps. Pas de vent au dehors de l'eau. Le moteur du bac, le seul bruit de la Seine, celui d'un vieux moteur déglingué au bielle coulé. De temps en temps, par rafales légères, des bruits de voix. Et puis les aboiements des chiens, ils viennent de partout, de derrière la brume, de tous les villages. La petite connaît le passeur depuis qu'elle est enfant. Le passeur lui sourit et il lui demande des nouvelles de madame la directrice. Il dit qu'il la voit passer souvent de nuit, qu'elle va souvent à la concession du Cambodge. La mère va bien, dit la petite. Autour du bac, le fleuve, il est à ras-bord. Ses eaux en marche traversent les eaux stagnantes des rizières. Elles ne se mélangent pas. Il a ramassé tout ce qu'il a rencontré depuis le Tonlé Sap, la forêt cambodgienne. Il emmène tout ce qui vient, des paillotes, des forêts, des incendies éteints, des oiseaux morts, des chiens morts, des tigres, des buffles noyés, des hommes noyés, des leurs. Des îles de jacinthes d'eau agglutinées, tout va vers le Pacifique. Rien n'a le temps de couler, tout est emporté par la tempête profonde et vertigineuse du courant intérieur. Tout reste en suspens à la surface de la force du fleuve. Je lui ai répondu que ce que je voulais avant toute autre chose, c'était écrire. Rien d'autre que ça, rien. Jalouse elle est. Pas de réponse, un regard bref, aussitôt détourné, le petit haussement d'épaule, inoubliable. Je serai la première à partir. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'elle me perde, pour qu'elle perde celle-ci, cet enfant-ci. Pour les fils, il n'y avait pas de crainte à avoir. Mais celle-ci, un jour, elle le savait, elle partirait, elle arriverait à sortir. Première en français. Le proviseur lui dit « Votre fille, madame, est première en français. » Ma mère ne dit rien, rien, pas contente parce que c'est pas ses fils qui sont les premiers en français. La saleté, ma mère, mon amour. Elle demande « Et en mathématiques ?» On dit « Ce n'est pas encore ça, mais ça viendra. » Ma mère demande « Ça viendra quand ?» On répond « Quand elle le voudra, madame. » Ma mère, mon amour, son incroyable dégaine avec ses bas de coton reprisés par dos. Sous les tropiques, elle croit encore qu'il faut mettre des bas pour être la dame directrice de l'école. Ses robes lamentables, difformes, reprisées par dos. Elle vient encore tout droit de sa ferme picarde peuplée de cousines. Elle use tout jusqu'au bout, croit qu'il faut mériter. Ses souliers sont éculés, elle marche de travers.
avec un mal de chien. Ses cheveux sont tirés et serrés dans un chignon de chinoise. Elle nous fait honte. Elle me fait honte, dans la rue, devant le lycée. Quand elle arrive dans sa bédouze devant le lycée, tout le monde regarde. Elle s'aperçoit de rien. Jamais. Elle est à enfermer, à battre, à tuer. Elle me regarde. Elle dit « Peut-être que toi, tu vas t'en tirer ». De jour et de nuit, l'idée fixe. Ce n'est pas qu'il faut arriver à quelque chose, c'est qu'il faut sortir de là où l'on est. Quand ma mère retrouve l'air, qu'elle sort du désespoir, elle découvre le chapeau d'homme et les lamets or. Elle me demande ce que c'est. Je dis que c'est rien. Elle me regarde, ça lui plaît. Elle sourit. C'est pas mal, elle dit. Ça ne te va pas mal. Ça change. Elle ne demande pas si c'est elle qui les a achetés. Elle sait que c'est elle. Elle sait qu'elle en est capable, que certaines fois, ces fois-là que je disais, on lui soutire tout ce qu'on veut, qu'elle ne peut rien contre nous. Je lui dis « C'est pas cher du tout, ne t'en fais pas ». Elle demande où c'était. Je dis que c'était rue Catinat, des soldes soldés. Elle me regarde avec sympathie. Elle doit trouver que c'est un signe réconfortant cette imagination de la petite, d'inventer, de s'habiller de cette façon. Non seulement elle admet cette pitrerie, cette inconvenance, elle rangée comme une veuve, vêtue de grisaille comme une défroquée, mais cette inconvenance lui plaît. Le lien avec la misère est là aussi dans le chapeau d'homme, car il faudra bien que l'argent arrive dans la maison. D'une façon ou d'une autre, il le faudra. Autour d'elle, c'est les déserts. Les fils, c'est les déserts. Ils feront rien. Les terres salées aussi. L'argent restera perdu. C'est bien fini. Reste cette petite-là qui grandit et qui, elle, saura peut-être un jour comment on fait venir l'argent dans cette maison. C'est pour cette raison, elle ne le sait pas, que la mère permet à son enfant de sortir dans cette tenue d'enfant prostituée. Et c'est pour cela aussi que l'enfant sait bien y faire, déjà, pour détourner l'attention qu'on lui porte à elle vers celle que, elle porte à l'argent. Ça fait sourire la mère. La mère ne l'empêchera pas de le faire quand elle cherchera de l'argent. L'enfant dira « Je lui ai demandé 500 piastres pour le retour en France ». La mère dira que c'est bien, que c'est ce qu'il faut pour s'installer à Paris. Elle dira « Ça ira avec 500 piastres ». L'enfant sait que ce qu'elle fait, elle, c'est ce que la mère aurait choisi que fasse son enfant, si elle avait osé, si elle en avait la force, si le mal que faisait la pensée n'était pas là chaque jour, exténuant. Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne sais plus tout à coup ce que j'ai évité de dire, ce que j'ai dit. Je crois avoir dit l'amour que l'on portait à notre mère, mais je ne sais pas si j'ai dit la haine qu'on lui portait aussi et l'amour qu'on se portait les uns aux autres, et la haine aussi, terrible, dans cette histoire commune de ruine et de mort qui était celle de cette famille dans tous les cas, dans celui de l'amour comme dans celui de la haine, et qui échappe encore à tout mon entendement, qui m'est encore inaccessible, caché au plus profond de ma chair, aveugle comme un nouveau-né du premier jour. Elle est le lieu au seuil de quoi le silence commence. Ce qui s'y passe, c'est justement le silence, ce lent travail pour toute ma vie. Je suis encore là, devant ces enfants possédés, à la même distance du mystère. Je n'ai jamais écrit, croyant le faire, je n'ai jamais aimé, croyant aimer, je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. Quand je suis sur le bac du Mékong, ce jour de la limousine noire, la concession du barrage n'a pas encore été abandonnée par ma mère. De temps en temps, on fait encore la route, comme avant, la nuit. On y va encore tous les trois, on va y passer quelques jours. On reste là, sur la véranda du bungalow, face à la montagne du Siam. Et puis on repart. Elle n'a rien à y faire, mais elle y revient. Mon petit frère et moi, on est près d'elle, sur la véranda, face à la forêt. On est trop grand maintenant, on ne se baigne plus dans le rack, on ne va plus chasser la panthère noire dans les marécages des embouchures, on ne va plus ni dans la forêt ni dans les villages des poivrières. Tout a grandi autour de nous. Il n'y a plus d'enfants ni sur les buffles ni ailleurs. On est atteint d'étrangeté, nous aussi, et la même lenteur que celle qui a gagné ma mère nous a gagnés, nous aussi. On n'a appris rien. À regarder la forêt, à attendre, à pleurer. Les terres du bas sont définitivement perdues, les domestiques cultivent les parcelles du haut, on leur laisse le paddy, ils restent là sans salaire,
Ils profitent des bonnes paillotes que ma mère a fait construire. Ils nous aiment comme si nous étions des membres de leur famille. Ils font comme s'ils gardaient le bungalow et ils le gardent. Rien ne manque à la pauvre vaisselle. La toiture pourrie par les pluies continue à disparaître. Mais les meubles sont nettoyés, et la forme du bungalow est la pure comme un dessin, visible de la route. Les portes sont ouvertes chaque jour pour que le vent passe et sèche le bois, et fermées le soir aux chiens errants, aux contrebandiers de la montagne. Ce n'est donc pas à la cantine de Réam, vous voyez, comme je l'avais écrit, que je rencontre l'homme riche à la limousine noire. C'est après l'abandon de la concession, 2 ou 3 ans après, sur le bac, ce jour que je raconte, dans cette lumière de brume et de chaleur. C'est 1 an et demi après cette rencontre que ma mère rentre en France, avec nous. Elle vendra tous ses meubles. Et puis elle ira une dernière fois au barrage. Elle s'assiera sur la véranda face au couchant. On regardera une fois encore vers le Siam, une dernière fois. Jamais ensuite, même lorsqu'elle quittera de nouveau la France, quand elle changera encore d'avis et qu'elle reviendra encore une fois en Indochine pour prendre sa retraite à Saïgon, jamais plus elle n'ira devant cette montagne, devant ce ciel jaune et vert au-dessus de cette forêt. Oui, que je dise, tard déjà dans sa vie, elle a recommencé. Elle a fait une école de langue française, la nouvelle école française, qui lui permettra de payer une partie de mes études et d'entretenir son fils aîné pendant tout le temps qu'elle a vécu. Le petit frère est mort en 3 jours d'une bronchopneumonie. Le cœur n'a pas tenu. C'est à ce moment-là que j'ai quitté ma mère. C'était pendant l'occupation japonaise. Tout s'est terminé ce jour-là. Je ne lui ai plus jamais posé de questions sur notre enfance, sur elle. Elle est morte pour moi de la mort de mon petit frère. De même que mon frère aîné. Je n'ai pas surmonté l'horreur qu'ils m'ont inspirée tout à coup. Ils ne m'importent plus. Je ne sais plus rien d'eux après ce jour. Je ne sais pas encore comment elle a réussi à payer ses dettes au Chéty. Un jour, ils ne sont plus venus. Je les vois, ils sont assis dans le petit salon de Sadek, habillés de pagne blanc. Ils restent là, sans un mot, des mois, des années. On entend ma mère qui pleure et qui les insulte. Elle est dans sa chambre, elle ne veut pas en sortir, elle crie qu'on la laisse. Ils sont sourds, calmes, souriants. Ils restent. Et puis un jour, il n'y en a plus. Ils sont morts maintenant, la mère et les 2 frères. Pour les souvenirs aussi, c'est trop tard. Maintenant, je ne les aime plus. Je ne sais plus si je les ai aimés. Je les ai quittés. Je n'ai plus dans ma tête le parfum de sa peau, ni dans mes yeux la couleur de ses yeux. Je ne me souviens plus de la voix, sauf parfois de celle de la douceur avec la fatigue du soir. Le rire, je ne l'entends plus, ni le rire, ni les cris. C'est fini, je ne me souviens plus. C'est pourquoi j'en écris si facile d'elle maintenant, si long, si étiré. Elle est devenue écriture courante. Elle a dû rester à Saïgon de 1932 à 1949, cette femme. C'est en décembre 1942 que mon petit frère meurt. Elle ne peut plus bouger de nulle part. Elle est encore restée là-bas, près de la tombe, elle dit. Et puis elle a fini par rentrer en France. Mon fils avait 2 ans quand nous nous sommes revus. C'était trop tard pour se retrouver. Dès le premier regard, on l'a compris. Il n'y avait plus rien à retrouver. Sauf avec le fils aîné, c'était fini pour tout le reste. Elle est allée vivre et mourir dans le Loir-et-Cher, dans le faux château Louis XIV. Elle habitait avec Do. Elle avait encore peur la nuit. Elle avait acheté un fusil. Do faisait le guet dans les chambres mansardées du dernier étage du château. Elle avait acheté aussi une propriété à son fils aîné près d'Amboise. Il y avait des bois. Il a fait couper les bois. Il est allé jouer l'argent dans un club de baccarat à Paris. Les bois ont été perdus en une nuit.
Là où le souvenir ploie tout à coup, où mon frère peut-être me fait venir des larmes, c'est après la perte de l'argent de ces bois. Ce que je sais, c'est qu'on le retrouve couché dans son automobile, à Montparnasse, devant la coupole, qu'il veut mourir. Après, je ne sais plus. Ce qu'elle avait fait, elle, de son château, est proprement inimaginable, cela toujours pour le fils aîné, qui ne sait pas, lui, l'enfant de 50 ans, gagner de l'argent. Elle achète des couveuses électriques, elle les installe dans le grand salon du bas. Elle a 600 poussins d'un coup, 40 mètres carrés de poussins. Elle s'était trompée dans le maniement des infrarouges, aucun poussin ne réussit à s'alimenter. Les 600 poussins ont le bec qui ne coïncide pas, qui ne ferme pas, ils crèvent, tous de faim, elle ne recommencera plus. Je suis venue au château pendant l'éclosion des poussins, c'était la fête. Ensuite, la puanteur des poussins morts et celle de leur nourriture est telle que je ne peux plus manger dans le château de ma mère sans vomir. Elle est morte entre Do et celui qu'elle appelle son enfant dans sa grande chambre du premier étage, celle où elle mettait des moutons à dormir, 4 à 6 moutons autour de son lit aux périodes de gel, pendant plusieurs hivers, les derniers. C'est là, dans la dernière maison, celle de la Loire, quand elle en aura terminé avec son va-et-vient incessant, à la fin des choses de cette famille, c'est là que je vois clairement la folie pour la première fois. Je vois que ma mère est clairement folle. Je vois que Do et mon frère ont toujours eu accès à cette folie. Que moi, non, je ne l'avais jamais encore vue, que je n'avais jamais vu ma mère dans le cas d'être folle. Elle l'était, de naissance, dans le sang. Elle n'était pas malade de sa folie, elle la vivait comme la sentait, entre Do et le fils aîné. Personne d'autre qu'eux n'en avait l'entendement. Elle avait toujours eu beaucoup d'amis, elle gardait les mêmes pendant de longues années, et elle s'en était toujours fait de nouveaux, souvent très jeunes, chez les arrivants des postes de brousse, ou plus tard chez les gens de la Touraine parmi lesquels il y avait des retraités des colonies françaises. Elle retenait les gens auprès d'elle, et cela à tout âge à cause de son intelligence, disait-il, si vive, de sa gaieté, de ce naturel incomparable qui jamais ne lassait. Je ne sais pas qui avait pris la photo du désespoir, celle de la cour de la maison de Hanoï. Peut-être mon père, une dernière fois. Dans quelques mois, il sera rapatrié en France pour raison de santé. Avant, il changera de poste, il sera nommé à Phnom Penh. Il y restera quelques semaines. Il mourra dans moins d'1 an. Ma mère aura refusé de le suivre en France, elle sera restée là où elle était, arrêtée là, à Phnom Penh. Dans cette résidence admirable, qui donne sur le Mékong, l'ancien palais du roi du Cambodge, au milieu de ce parc effrayant, des hectares, où ma mère a peur. La nuit, elle nous fait peur. Nous dormons tous les 4 dans un même lit. Elle dit qu'elle a peur de la nuit. C'est dans cette résidence que ma mère apprendra la mort de mon père. Elle l'apprendra avant l'arrivée du télégramme, dès la veille, à un signe qu'elle était seule à avoir vu et à savoir entendre, à cet oiseau qui en pleine nuit avait appelé, affolé, perdu dans le bureau de la face nord du palais, celui de mon père. C'est aussi là, à quelques jours de la mort de son mari, en pleine nuit aussi, que ma mère s'est trouvée face à l'image de son père à elle. Elle allume, il est là. Il se tient près de la table, debout, dans le grand salon octogonal du palais. Il la regarde. Je me souviens d'un hurlement, d'un appel. Elle nous a réveillés, elle nous a raconté l'histoire, comment il était habillé, dans son costume du dimanche, gris, comment il se tenait, et son regard, droit sur elle. Elle dit, je l'ai appelé comme quand j'étais petite. Elle dit, je n'ai pas eu peur. Elle a couru vers l'image disparue. Les deux étaient morts aux dates et aux heures des oiseaux, des images. De là sans doute l'admiration que nous avions pour le savoir de notre mère en toutes choses, y compris celle de la mort.